rien a priori ne me destinait à devenir universitaire en sciences de l'éducation et de la formation, et en particulier historien de l'éducation. Dans le cadre de mon cursus scolaire, en particulier dans l'enseignement secondaire, je n'étais pas ce qu'on appelle un étudiant ou un élève particulièrement studieux. J'ai même été en position de redoublement, notamment en seconde, parce qu'il se trouve que les contenus scolaires qui étaient dispensés ne m'apparaissaient pas pertinents ou intéressants. Et j'ai été intéressé par d'autres sujets. Je faisais de la danse classique le soir après les cours. Et à la fin de ma seconde, je devais redoubler, sauf que j'avais obtenu une bourse non reconductible pour une école de danse classique l'année suivante, et il fallait que je passe dans la classe supérieure. Autrement, je perdais cette bourse. Et donc, j'ai été amené à rencontrer le proviseur de l'établissement dans lequel j'étais, le lycée Sophie-Germain à Paris. Et à l'issue d'un entretien avec ce proviseur, eh bien, il a acté que mes résultats passables pouvaient me permettre d'envisager d'intégrer une première littéraire. Et il a contacté son homologue du lycée Racine à côté de Saint-Lazare, qui a accepté de me prendre dans son établissement en première littéraire, dans une section danse-études, ce qui m'a permis de poursuivre ma scolarité. Donc dans le cadre de ma trajectoire, avant même ma trajectoire professionnelle, ça a été un des moments les plus déterminants, parce que j'aurais arrêté les études s'il n'était pas intervenu. Je suis entré en première littéraire dans une section danse-études, donc au lycée Racine. Mes résultats demeuraient relativement passables. Et puis en terminale, peu avant le baccalauréat, les choses ont été à nouveau dans le même sens, puisque lors d'un échange parent-professeur, sur un ton un peu docte et péremptoire, mon professeur d'histoire-géographie gentiment indiqué à ma mère que son fils avait deux options: soit il n'aurait pas son bac, soit il irait au rattrapage et il n'aurait pas son bac. Donc cela laissait beaucoup de potentiel ou de possibilités ouvertes. Néanmoins, en dépit de cela, eh bien, j'ai eu mon baccalauréat. Alors, avec une mention passable, hein, mais je l'ai obtenu tout de même, et je suis entré à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en philosophie, la seule matière pour laquelle j'avais de l'intérêt dans l'enseignement secondaire, et puis je suivais en même temps des cours de théâtre au Conservatoire d'art dramatique du 13e arrondissement de Paris. Et donc je travaillais dans la mode, dans la restauration, dans le théâtre pendant cette période. Et puis ce qui a changé vraiment ma trajectoire, en tout cas ce qui a été pour moi un moment extrêmement marquant, ça a été, je me suis inscrit en 3e année de licence de philosophie, un peu au hasard, un peu par hasard, dans le cours de Denis Cambouchner, qui portait sur le problème de l'éducation à l'âge classique et dans l'Antiquité. Et donc j'ai suivi ce cours qui m'a vraiment passionné. J'ai été extrêmement marqué par Denis Cambouchner. J'étais impressionné par la culture qui est la sienne. Et je l'ai sollicité, parce que j'étais aussi intéressé par le pragmatisme américain, parce que j'étais passionné par les États-Unis à la même époque. Et je l'ai sollicité en lui disant que voilà, j'aimerais bien faire un master, un mémoire de master 1 sur la philosophie de l'éducation de John Dewey. Grand représentant du pragmatisme américain, et il a accepté. Je lui ai dit que j'aimerais bien aller à l'université de Columbia, parce qu'il y avait une possibilité de mobilité, et il m'a écrit une lettre très simple, hein, dans laquelle, en tête de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans laquelle il disait qu'il soutenait mon projet, et cette lettre a été pour moi un véritable changement. Tout ça a marqué un choc biographique, pour reprendre une formule des sociologues Berger et Luckmann, qui a vraiment marqué un changement dans mon rapport à l'enseignement universitaire et aux disciplines étudiées. Et donc, depuis ce moment-là, alors il se trouve que cette année-là, ma demande de mobilité n'a pas été acceptée, mais néanmoins, ça a suscité en moi un investissement renouvelé dans les études, avec une soif qui, depuis, ne s'est pas étanchée. Et donc, je me suis engagé dans un Master 1 sous la direction de Denis Cambouchner à l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, qui consistait en une traduction d'un essai de John Dewey, L'enfant et le programme scolaire. Et puis, ça m'a vraiment passionné. J'ai également eu l'opportunité de rencontrer à ce moment-là une autre personne qui a marqué ma trajectoire, Nathalie Bull, dont j'ai suivi les cours de sociologie à la Sorbonne, qui m'ont également marqué. C'était un cours extrêmement lumineux sur les rapports entre sociologie, psychologie du développement et théorie de l'esprit. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué, et étant marqué par ça, étant très intéressé par le pragmatisme américain et par le progressisme en éducation d'une manière générale, j'ai décidé de prolonger mon Master 1 par un Master 2 de philosophie sur la question du mouvement de l'éducation progressiste aux États-Unis, qui est un mouvement de démocratisation de l'enseignement secondaire aux États-Unis, sur la philosophie de ce mouvement que j'ai fait sous la direction, ce Master, de Nathalie Bull et de Denis Cambouchner à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et dans le même temps, comme mes intérêts commençaient à se diversifier, je me suis inscrit dans un double cursus en droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et puis dans un double cursus en master de sciences de l'éducation à l'Université Paris-Cité, où j'ai rencontré une autre figure qui a marqué ma trajectoire, l'historienne Rebecca Rogers, qui a dirigé mon mémoire de master 2 en sciences de l'éducation, puis ma thèse, puisque j'ai eu la chance d'obtenir un contrat doctoral à l'Université Paris Descartes, devenue aujourd'hui l'Université Paris-Cité, en 2012. Et donc j'ai mené de front un master de philosophie, un master de sciences de l'éducation et une licence de droit pendant cette période. Puis j'ai eu la chance d'obtenir un contrat doctoral. Et dans le cadre de ce contrat doctoral, donc toujours sur le mouvement de l'éducation progressiste aux États-Unis, eh bien j'ai eu la possibilité et la chance d'obtenir une bourse Fulbright de la commission franco-américaine d'échanges culturels qui m'a permis de partir 1 an aux États-Unis à l'université du Wisconsin-Madison, au sein du département d'Educational Policy Studies, où j'ai été sous la direction du professeur William Rees. J'ai travaillé pendant 1 an dans le cadre de ma thèse sur ce mouvement de l'éducation progressiste. Et là encore, ça a marqué ma trajectoire très fortement, jusqu'à la soutenance de ma thèse en 2016. Qui a marqué un aboutissement. Puis après, pendant cette période, j'ai enseigné dans différentes universités, à l'Université Paris Descartes bien sûr, mais aussi à l'Université Lyon 2, et puis après, pendant 3-4 ans, parce qu'il m'a fallu 4 ans avant d'être recruté, j'ai enseigné dans un très grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur parisiens et lyonnais. Et à l'issue de ces 4 ans, eh bien, j'ai eu la chance d'être recruté sur un poste de maître de conférence en histoire de l'éducation à l'Université Paris-Est Créteil en 2020, où j'ai été accueilli par des collègues extrêmement sympathiques, qui m'ont aidé à avancer dans la carrière. Et là, il y a une personne que je ne peux pas ne pas mentionner, c'est Laurent Gutiérrez, qui pendant toutes ces années m'a soutenu dans mon parcours, m'a permis de mieux saisir les enjeux institutionnels de la discipline et d'intégrer pleinement le champ des sciences de l'éducation et de la formation. Et donc, entre 2020 et 2025, j'ai pris un certain nombre de responsabilités, j'ai participé à un certain nombre de projets internationaux de recherche en éducation, et en 2024, j'ai soutenu une habilitation à diriger des recherches sur les progressismes en éducation, cette fois-ci plus simplement aux États-Unis, mais aussi en France, et les circulations transnationales dans d'autres contextes, entre ces deux contextes, mais aussi en Afrique et puis au Brésil. Et à l'issue de cette soutenance d'habilitation à diriger des recherches, en 2025, j'ai été recruté sur un poste de professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Paris-Est Créteil, poste que j'occupe encore aujourd'hui. Voilà un petit peu les principaux éléments de mon parcours personnel et professionnel. Alors au cours de ma formation, plusieurs auteurs m'ont marqué. Les premiers qui m'ont marqué, bien évidemment, ce sont les chercheurs et les chercheuses qui ont contribué à façonner ma trajectoire. Bien évidemment, Denis Cambouchner, Nathalie Bull, Rebecca Rogers, Laurent Gutiérrez, Pierre Kahn et de nombreux autres collègues avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler et de collaborer, qui à chaque fois ont nourri ma réflexion.
Dans le cadre de ma formation académique universitaire en philosophie, j'ai été profondément marqué par la lecture des auteurs de l'Antiquité. Je pense en particulier au stoïcisme impérial, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle et aussi au courant du scepticisme. Dans la période plus contemporaine, j'ai été également marqué par la lecture d'auteurs majeurs comme David Hume, comme Montaigne, comme Hannah Arendt, et bien évidemment John Dewey, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, les grands représentants du courant du pragmatisme américain. Après, au fil de mes recherches, comme je me suis orienté davantage vers l'histoire de l'éducation en sciences de l'éducation, eh bien j'ai été marqué par un ensemble d'auteurs classiques en histoire de l'éducation, des auteurs comme Antoine Pro, qui éclairent de manière particulièrement lumineuse l'histoire de l'école en France. J'ai été marqué par les travaux sur l'historiographie de l'éducation des filles et des femmes, les travaux de Rebecca Rogers, de Françoise Mayer, sur cette éducation féminine. Et puis j'ai surtout été beaucoup marqué par l'historiographie de l'éducation américaine, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, puisque mes recherches portent sur les progressismes en éducation, et en particulier aux États-Unis, et donc j'ai été marqué par des historiens de l'éducation, comme Lawrence Kremin, comme David Tyack et Larry Cuban, comme William Rees, dont j'ai déjà parlé, et j'ai aussi été beaucoup marqué par un certain nombre d'auteurs, à la fois historiens, sociologues, anthropologues. Je pense par exemple à Lawrence Levin, qui a travaillé sur l'émergence des hiérarchies culturelles aux États-Unis et sur les cultures africaines-américaines, et aussi un sociologue anthropologue comme Didier Fassin, dont les travaux ont énormément influencé ma manière de voir et de percevoir un certain nombre de sujets. Alors l'ouvrage collectif Crise dans et hors l'école en France, éclairage socio-historique des années 60 à nos jours, est un ouvrage collectif, dont il s'inscrit dans un projet collectif, et ça c'est le premier élément que j'aimerais mettre en avant, c'est l'importance de la dimension collective de la recherche. Les chercheurs, quand bien même ils publient des ouvrages en nom propre, travaillent toujours en collaboration avec d'autres chercheurs. Cette question des crises en éducation, c'est une question qui était déjà présente dès le début de mes travaux, puisque le mouvement de l'éducation progressiste aux États-Unis, qui vise à démocratiser le système éducatif américain 50 ans avant le système éducatif, la démocratisation du système éducatif français, ce mouvement se présente comme un mouvement de rupture qui vient lutter contre la crise générée par l'éducation traditionnelle, qui est une catégorie polémique créée par un certain nombre d'auteurs progressistes à l'époque. Et donc cette question de la crise, elle était en filigrane dès mes premiers travaux de thèse, et puis les travaux qui ont suivi. Et puis à partir des années 2019-2020, avec Laurent Gutiérrez, j'ai été amené à co-animer un séminaire sur la question des crises en éducation, où nous avions organisé un séminaire à l'hôpital Sainte-Anne, dans lequel on s'était posé beaucoup de questions autour de cette thématique de la crise, qui est une thématique qui ressurgit à plusieurs périodes de l'histoire des systèmes d'enseignement, aussi bien aux États-Unis qu'en France et dans d'autres systèmes. Et donc, ce qui m'a particulièrement intéressé à l'issue de ce travail, qui avait donné lieu déjà à la publication d'un premier ouvrage collectif, j'ai eu envie d'approfondir ces questions sous l'angle socio-historique, puisqu'il y avait assez peu de travaux en fait sur cette question des crises dans et hors l'école, dans cette approche. Beaucoup de travaux de philosophie de l'éducation ou très théoriques, et assez peu qui cherchaient à circonscrire vraiment ces crises en éducation ou dans et hors l'école. Et donc ce que j'ai cherché à faire, c'est que j'ai saisi une opportunité institutionnelle, la présentation d'un appel d'offres pour un bonus qualité recherche au sein de mon établissement, que j'ai obtenu, et j'ai organisé pas seul bien sûr, mais j'ai été le pilote de l'organisation d'un colloque international qui s'est tenu à l'université Paris-Est Créteil en 2022 sur les crises en éducation dans un monde globalisé. Et de ce colloque international ont découlé plusieurs ouvrages, plusieurs productions scientifiques et numéros de revue, et l'ouvrage « Crise dans et hors l'école en France, perspective socio-historique » est l'ouvrage qui en a découlé et qui est celui que je présente aujourd'hui.
Les principales idées qui sont mises en avant dans cet ouvrage, c'est tout d'abord l'importance de prendre du recul par rapport au discours public sur les crises ou la crise en éducation telle qu'elle prend forme dans le débat public et médiatique qui donne l'impression, très souvent, quand on lit un certain nombre de journaux ou quand on écoute un certain nombre de responsables politiques, que le système éducatif va à volo, que demain, la baisse du niveau réel et documenté va aboutir à une catastrophe. L'idée, c'était vraiment d'essayer de mieux circonscrire la réalité de ces phénomènes, et puis d'étudier un certain nombre de décalages, de décrochages, de déphasages entre ces discours publics qui sont tenus dans l'espace médiatico-politique et éventuellement dans la sphère éducative également, et d'étudier la réalité empirique des situations que ces discours recouvrent. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif, et puis c'est aussi de montrer que ces discours, dans l'histoire de l'enseignement en France, puisque l'ouvrage porte spécifiquement sur la France, mais c'est vrai dans d'autres contextes, que ces discours de crise, en réalité, sont récurrents, et qu'on vit aujourd'hui dans une époque où la rhétorique de la crise est une rhétorique qui est mobilisée ad nauseam, presque, hein, elle est réitérée de manière comme un poncif, sans qu'on analyse véritablement ce qu'elle recouvre. Et donc, l'objectif, c'était de mettre en lumière, sur un certain nombre de thématiques, et c'est ce que j'ai proposé dans l'introduction de cet ouvrage, la manière dont la recherche en éducation et en sciences humaines et sociales s'est saisie de cette question de la crise, en montrant, par exemple, toute la dimension de construction sociale associée à ces crises dans et hors l'école. En France, par exemple, la crise du recrutement, c'est pas du tout quelque chose de récent, ça ne date pas des années 2000, ça ne date pas de notre époque. Déjà, sous la Troisième République, pourtant présentée comme un âge d'or de l'école en France, cette rhétorique de la crise, elle est présente dans le débat public, on parle à l'Assemblée de péril primaire, donc cette rhétorique, elle ressurgit à différents moments de l'histoire du système éducatif, avec à chaque fois des réalités bien sûr différentes en fonction du système institutionnel qui existe à l'époque. Donc ça, c'est le premier élément. L'autre élément aussi, c'était d'analyser ce que la construction médiatique et politique de ces crises met en lumière, ou en tout cas, à la fois ce qu'elles mettent en lumière, et puis ce qu'elles tentent à cacher ou à mettre de côté. Parce que lorsqu'on énonce une crise, c'est une construction sociale, cela masque parfois un certain nombre de situations critiques qui sont réelles, mais qui ne sont pas portées dans le discours médiatique et politique. Et donc là aussi, le travail de recherche vise à mettre en lumière ces situations critiques qui ne sont pas mises en avant dans le débat public, et de montrer ce que la construction médiatique et politique de ces discours de crise contribue à masquer, et puis les rapports de pouvoir aussi qui y sont associés. Donc je le disais, hein, c'est un ouvrage collectif, dans lequel il y a un certain nombre de contributeurs qui m'ont fait confiance et qui ont accepté de contribuer à cet ouvrage. Et l'ouvrage est structuré en 3 grandes parties. Une première partie sur les relations entre l'école et les crises exogènes, hein, les crises au sein de la société. Et un certain nombre de collègues, Ismail Ferhat, Sébastien Ledoux, Sarah Ben Salah, Jérôme Kropp, ont proposé dans l'ouvrage des analyses autour de la question des attentats, autour de la question de la gestion des crises sanitaires, et puis autour de la question de la baisse du niveau des élèves. Dans une deuxième partie, c'était davantage des études de cas circonscrites, plus circonscrites, avec des exemples empiriques de terrain autour de réformes particulières. Je pense par exemple aux travaux de Delphine Patry sur la question de Robert Gloton, un inspecteur parisien qui a cherché à gérer une crise dans les années 60, une contribution de Laurent Gutierrez sur la réforme Abi, une contribution de Laurie Jaunet sur la question des cités éducatives et les difficultés, les tensions que cela
cela génère sur le terrain, et puis une contribution de Léo Vénin sur la question de l'éducation populaire dans les années 70. Et puis, dans la troisième et dernière partie, il y a un focus qui est fait sur la question des crises enseignantes sous différentes perspectives. La première perspective, bien évidemment, c'est la crise d'attractivité du métier, et donc là, il y a une contribution de Pierre Perrier qui apporte des éléments intéressants pour comprendre et penser cette crise d'attractivité telle qu'elle prend forme aujourd'hui. Il y a également une contribution de Maïtena Armagnac et Audrey Boulin sur la question des enfants, des élèves allophones nouvellement arrivés, et la gestion de leur parcours, de leur orientation, et les difficultés que cela entraîne pour les professionnels de l'éducation. Il y a également une contribution de Benoît Bunic sur l'enseignement de la géographie à l'école primaire et sa place dans l'enseignement. Et puis une dernière contribution de Louise Lojard qui porte sur l'expérience des élèves en micro-lycée. Et donc l'objectif de cet ouvrage, c'est à la fois d'apporter un éclairage par la recherche dans le débat public, et puis de mieux comprendre les tensions, les difficultés qui traversent aujourd'hui le système éducatif français. Alors de mon point de vue, la première chose à mettre en avant, c'est d'essayer de nommer correctement les choses. Comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et donc la première chose, c'est de faire un effort de recul critique sur les débats qui sont tenus dans l'espace médiatico-politique sur la question de la crise du système éducatif en France. Donc ça, c'est la première chose, prendre du recul et de la distance avec un certain nombre de discours alarmistes, encore une fois, qui véhiculent une affectivité et qui pressent à agir, ou qui poussent à agir dans l'urgence, et ce qui peut entraîner des réformes un peu problématiques. Donc ça, ce serait le premier élément. Le deuxième élément, c'est essayer, le plus possible, de faire entendre la parole des acteurs de terrain. Faire entendre ce que les acteurs, sans les juger, disent de leurs pratiques professionnelles, des difficultés qu'ils ressentent sur le terrain et qu'ils vivent au quotidien. Les discours publics, malheureusement, sont trop en décalage avec ce qui se passe sur le terrain, et donc il faut essayer de tenir compte de ce que les acteurs disent de la réalité du métier pour justement essayer de trouver des solutions qui soient adaptées en fonction des contextes, parce que là encore, il faut avoir un regard relativement fin et ajusté aux besoins des différents territoires, puisque les besoins des établissements varient en fonction des territoires dans lesquels ils s'insèrent. Donc ça, ce serait la deuxième idée. Et la troisième idée consiste à prendre à bras-le-corps des problèmes qui sont effectivement documentés par la recherche. Je pense notamment à deux questions majeures. La première, c'est celle de la baisse du niveau des acquis des élèves, qui est solidement documentée dans la littérature scientifique et qui mérite d'être prise à bras-le-corps et traitée par la puissance publique, parce que c'est un enjeu à la fois d'acquis des élèves, mais c'est un enjeu pour la démocratie et pour la société française tout entière dans l'ensemble de ces aspects. Ça, c'est l'élément. L'autre élément important, c'est également la crise du recrutement et les difficultés d'exercice du métier pour certains enseignants. Nous sommes aujourd'hui, et là encore, s'appuyer sur les données de la recherche, nous sommes aujourd'hui dans une période de baisse démographique des élèves, et on peut se saisir de cette opportunité, d'une certaine manière, pour essayer de revaloriser les conditions d'exercice des enseignants et favoriser de meilleures méthodes d'apprentissage pour les élèves. Donc se saisir de ce qui est un défi pour justement parvenir à améliorer les performances du système éducatif et au final l'apprentissage et la réussite de tous les élèves.